Mais avant toute chose, je vais laisser Madame Hajar Chéré, qui est directrice de l'AMSED, nous parler un peu de l'événement de façon assez générale. Et ensuite, j'inviterai les panélistes du premier panel à me rejoindre. Bonjour à tous. Salam alaikum. Merci beaucoup pour l'introduction. Bienvenue et bonjour. Et merci d'être présente là aujourd'hui à cette conférence qui est organisée. C'est bon? Qui est organisée par la coalition méditerranéenne. Je tiens d'abord à remercier RBS de nous avoir ouvert ses portes aujourd'hui pour accueillir l'événement au sein de ses locaux. Notamment, c'est Amine présent avec nous qui a facilité notre arrivée ici au sein de RBS. Mais également, je remercie nos chers experts, que ce soit panélistes ou encore participants, qui vont animer avec nous le débat aujourd'hui. La coalition, je me permets d'abord de vous donner un petit aperçu sur la coalition. Donc, la coalition méditerranéenne, c'est un réseau de groupes de réflexion qui œuvrent pour la liberté et l'épanouissement humain en Méditerranée. Il est composé d'une vingtaine d'associations, un petit peu présentes au niveau du territoire marocain, Tunisie, Algérie, Espagne, Liban et bien d'autres. Donc, on vous invite aussi à voir notre site web pour avoir plus d'informations sur la coalition. Le réseau, il a vu le jour il y a à peu près une année, et je regarde par la Tesnim qui est présente avec nous, qui a initié avec Monsieur Roy la réflexion autour du réseau, que nous remercions justement pour cette initiative. Et une des premières justement actions entreprises, elle concerne un projet de recherche autour de la migration irrégulière en Méditerranée. Bien sûr, le choix du sujet, il est bien évident, largement justifié, compte tenu des tendances actuelles, mais également des événements qui ont succédé ces derniers mois et ces dernières années. Donc, ce projet de recherche, il comprend 12 notes spécifiques à chaque pays, qui est représenté dans le réseau du dialogue, sur la réalité de la migration irrégulière, ainsi qu'un livre blanc qui a regroupé un petit peu toutes les notes produites par les différents pays et qui examine les éléments communs de la question de la migration irrégulière. Non, j'ai pas besoin. Là. Donc ainsi, il regroupe les conclusions générales susceptibles d'apporter des solutions à ce phénomène. Donc une série d'événements, elles sont planifiées dans le cadre de cette initiative. Les deux premières, elles étaient organisées successivement à Madrid et à Bruxelles, la fin du mois dernier, au sein du bureau du Parlement européen à Bruxelles et au sein du bureau du Parlement européen et de la Commission européenne à Madrid, qui nous ont ouvert leurs portes, à un rassemblement critique de décideurs politiques, d'universitaires, d'organisations de la société civile pour une discussion justement approfondie autour des défis, mais aussi des opportunités liées à la migration dans la région méditerranéenne. Ces deux événements, ils ont été organisés conjointement par la Fondation Fortifus et Principios. Et aujourd'hui, le Maroc, il accueille le 3e événement du dialogue méditerranéen. Et nous sommes ravis d'accueillir parmi nous, comme j'ai dit tout à l'heure, des institutionnels, des universitaires, des experts, des représentants de la société civile, mais aussi, très important aujourd'hui, des étudiants qui sont intéressés par la thématique. L'objectif un petit peu, c'est de créer une assise, mais aussi un espace de dialogue, de débat, entre différentes parties prenantes, afin de nous permettre de comprendre un petit peu les facteurs et l'impact de la migration irrégulière au Maroc, dans un contexte méditerranéen, mais aussi de s'arrêter sur la réponse nationale face à la migration irrégulière au Maroc. Donc, les discussions, les conclusions de cette journée de travail et de réflexion, il permettra un petit peu d'alimenter aussi et enrichir la note de migration qui a été produite par le Maroc, par la coalition autour de la migration irrégulière au Maroc. Je me permettrai de donner un bref aperçu de cette note qui est très importante, qui a été produite par la coalition. Elle tente, au fait, et on vous la donnera, on vous la soumettra entre vos mains pour une analyse critique par la suite. Donc, elle tente d'analyser le rôle stratégique du Maroc dans le paysage migratoire méditerranéen. Comme nous le savons tous, le Maroc, il est positionné de manière unique à la croisée des chemins entre l'Afrique et l'Europe. On en parlera plus largement. Ce qui fait du Maroc un pays de transit clé pour les migrants irréguliers, en particulier ceux provenant d'Afrique subsaharienne, qui cherchent à rejoindre l'Europe via l'Espagne. Donc, cette réalité géographique est présente des défis complexes. Le Maroc étant à la fois un pays d'origine, mais aussi un pays de transit, jouant un rôle crucial dans la gestion des flux migratoires
notamment sur les routes des Méditerranées occidentales et de l'Atlantique. Dans notre note, on s'attarde sur les réponses politiques et diplomatiques, notamment la relation entre le Maroc et l'Union européenne, qui est centrale dans la politique migratoire, notamment sa collaboration avec l'Espagne pour gérer les flux migratoires. On s'attaque aussi au rôle de premier plan qui est joué par le Maroc dans le pacte mondial pour la migration sûre, ordonnée et régulière adopté à Marrakech en 2018, le cadre institutionnel, notamment la nouvelle politique migratoire adoptée par le Maroc en 2013, qui a marqué quand même un tournant décisif, passant d'une approche axée sur la sécurité à une autre approche plus holistique, plus humanitaire. Donc, ce nouveau cadre reconnaît le double rôle du Maroc en tant que destination et hub de transit pour les migrants. On aura des discussions très larges autour du sujet également. Aussi, dans notre note, on traite de l'impact économique de la migration irrégulière, mais aussi sa contribution à l'économie informelle. Donc, comme nous savons tous, les migrants, en particulier ceux originaires d'Afrique subsaharienne, ils contribuent, mais de manière significative, à l'économie informelle du Maroc. Ils travaillent dans des secteurs tels que l'agriculture, la construction ou encore des services domestiques. Mais bien sûr, cependant, beaucoup sont contraints d'accepter des salaires bas ou encore des conditions de travail qui ne sont pas, j'ai envie de dire, marquées par un statut irrégulier. Donc, un autre aspect qui est très important, auquel nous répondons au niveau de la note, c'est quel rôle pour les organisations de la société civile, justement, dans la défense des droits des migrants et la fourniture des services de base. Beaucoup d'efforts sont fournis par les organisations de la société civile, mais ils se heurtent à différents défis que nous essayons aujourd'hui aussi d'analyser avec vous et de débattre ensemble. Donc, toutes ces questions présentées, comme j'ai dit dans la note, qui est produite par la coalition, et bien d'autres seront discutées aujourd'hui par l'audience afin de tenter d'analyser ensemble la migration qualifiée d'irrégulière, de clandestine ou de l'hrik, tout simplement, communément appelée au Maroc. Donc, sans trop tarder, je vous souhaite une agréable journée parmi nous et une conférence, Inch'Allah, couronnée de succès. Et merci beaucoup. Donc, pour ce premier panel aujourd'hui, l'idée est de pouvoir comprendre ensemble les impacts et les facteurs de la migration dite régulière, pour qu'on puisse aussi, donc au menu, on aura des facteurs environnementaux, les facteurs économiques, mais aussi sociaux qui poussent les individus à migrer. Et c'est donc pour ça qu'on a un panel assez diversifié pour qu'on puisse couvrir tout cela, mais aussi l'impact que les migrations ils ont sur les communautés marocaines et méditerranéennes. Sans plus tarder, je vais donner la parole donc à Dr Selma Agnaou qui est là au nom du HCR et qui a donc travaillé dans le domaine de la migration et de l'asile pendant 10 ans, que ce soit au Maroc, en Tunisie ou au Niger. Elle a beaucoup travaillé sur l'enregistrement, la détermination du statut des réfugiés, la réinstallation et la protection juridique des personnes réfugiées. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle nous parlera un peu de la définition du réfugié, mais aussi du mandat du Haut-Commissariat aux réfugiés, son mandat au Maroc, le rôle qu'il joue aujourd'hui pour la position quant à l'entrée et le séjour qui sont dits irréguliers, les principes de non-refoulement et aussi les positions du HCR quant à l'usage de force au niveau des frontières au Maroc. Attends. En 12 minutes. Très bien. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, je remercie déjà la coalition méditerranéenne pour l'invitation. Je vous remercie tous pour l'intérêt, pour la présence et bien sûr l'UIR d'avoir gentiment hébergé cet événement. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste un peu situer ou contextualiser mon intervention. Donc, comme l'a présenté Youssra, je travaille au HCR, donc mon intervention sera plutôt axée sur les réfugiés ou les personnes en besoin de protection internationale, comme l'asile est une des composantes de la migration et des migrants, toutes catégories confondues. Donc, moi, je me focaliserai sur les demandeurs d'asile et les réfugiés. Donc, avant de commencer de parler de la migration irrégulière au Maroc, vers le Maroc ou depuis le Maroc,
j'aimerais bien définir qu'est-ce qu'un réfugié par opposition aux autres catégories de personnes en mouvement. Donc le réfugié, la définition, il y a beaucoup de définitions, mais la définition contemporaine ou juridique, c'est la définition qu'on trouve tous dans l'article 1er de la Convention de Genève de 1951 et qui dit qu'un réfugié est une personne qui a une crainte avec raison d'être persécutée du fait soit de sa race, de ses opinions politiques, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou de sa nationalité, qui ne peut pas rester dans son pays ou qui ne veut pas du fait de cette crainte et qui ne peut pas y revenir du fait de cette crainte. Donc le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, est une organisation internationale appartenant à l'ONU et c'est l'organisation qui veille sur la bonne application de la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés pour la protection des réfugiés. Donc le mandat du HCR, en bref, c'est d'identifier les personnes en besoin de protection internationales, qui sont les réfugiés demandeurs d'asile, et d'autres catégories, mais on va se concentrer sur les demandeurs d'asile et réfugiés, c'est-à-dire les identifier pour pouvoir les enregistrer, pour pouvoir déterminer leur statut, s'assurer s'ils sont réfugiés ou bien ils n'ont pas besoin de la protection internationale, et aussi leur trouver des solutions durables, c'est-à-dire les intégrer, leur donner, les assister pour obtenir une documentation, les intégrer dans le pays hôte, pour qu'ils puissent libre dignement avoir accès au travail, l'éducation, avoir accès à la santé, etc., etc. Donc le travail du HCR ne se résume pas à donner un statut, mais aussi à les accompagner pour pouvoir être intégrés. Le HCR aussi œuvre pour que ces personnes qui demandent la protection dans un pays hôte puissent pouvoir, in fine, revenir dans le pays d'origine, parce que le statut de réfugié n'est pas voué à être un statut à vie, ad vitam aeternam. Quand, par exemple, une personne a quitté à cause d'une guerre, elle peut toujours revenir et se reprévaloir de la protection de son État, si bien sûr les mesures ou les raisons ou la situation le permet. Ou bien, quand la possibilité de retour ou de pouvoir s'intégrer dignement dans le pays hôte, il y a une autre solution et qui est la réinstallation, c'est-à-dire essayer de trouver un pays tiers pour que cette personne puisse recommencer sa vie dans un autre pays et se prévaloir de la protection dans un autre pays. Au Maroc, le Royaume du Maroc a ratifié la Convention de Genève de 1951, qui est l'instrument clé ou mère de protection des réfugiés. C'était le premier pays arabe ou de culture arabe à l'avoir ratifié. Pour le moment, le Maroc n'a pas de loi d'asile, mais je pense que mon ami et collègue Abdelrahman va en parler plus. Donc le Maroc, il a ratifié la convention. Le HCR, il est présent au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, présent au Maroc depuis les années 60 et a un mandat d'assistance au Maroc pour pouvoir identifier et enregistrer ces personnes et les assister. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dans la définition du réfugié, il y a la notion de quitter le pays. Donc, on ne peut pas être réfugié dans son propre pays, il faut absolument franchir une frontière internationale. Donc, avant de parler de la migration irrégulière au Maroc, il faut d'abord comprendre les raisons qui poussent peut-être des personnes, des milliers, des millions de personnes à vouloir venir au Maroc pour y résider, pour y transiter ou pouvoir peut-être y vivre et demander l'asile et demander la protection. Donc il y a différentes raisons. Pourquoi ? Parce que du fait de sa position géographique, mais aussi il y a d'autres facteurs. Il y a, si on voit un peu la sous-région, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de l'Est, il y a des conflits qui durent, des conflits nouveaux. En 2023, la reprise de la guerre au Soudan, la guerre en RDC qui est perpétuelle. On a le conflit en Centrafrique depuis des années 2010, et bien avant. Il y a les conflits politiques récents et économiques au Sénégal, les problèmes en Somalie, en Érythrée. Donc il y a pas mal de conflits, il y a pas mal de raisons qui poussent des personnes à vouloir quitter leur pays, non pas pour peut-être avoir un meilleur avenir, mais à trouver une terre d'asile et obtenir une protection internationale. Donc ces personnes quittent
Par exemple, je prends l'exemple, je dis n'importe quoi, de la Centrafrique. Si on monte un peu vers le nord pour demander une protection, là, ces personnes, elles sont obligées de quitter, mais elles vont vers un premier pays, puis un deuxième, et puis un troisième, avant d'arriver au Maroc. Alors, c'est légitime de se poser la question, alors pourquoi ces personnes viennent jusqu'au Maroc pour demander l'asile, et pourquoi jusqu'en Europe, etc. Donc, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs de protection, des facteurs légaux, il y a des facteurs politiques. Peut-être que le premier pays ou le deuxième pays, ils vont se retrouver face à d'autres problèmes politiques, à d'autres problèmes légaux. Peut-être qu'ils peuvent obtenir l'asile. Il y a des pays qui ont des lois d'asile, mais l'intégration, la vie digne, etc. sont difficiles à trouver. Donc ça pousse encore plus les personnes à monter vers le nord et peut-être arriver au Maroc. Il y a aussi eu des réformes, notamment la politique nationale d'immigration et d'asile en 2013, qui est quand même considérée comme une avancée dans la région. Donc la politique nationale d'immigration et d'asile qui était sous impulsion royale et qui prévoit une meilleure intégration des immigrants au Maroc. Migrants, toutes catégories confondues, on peut inclure aussi les réfugiés. Il y a eu la stratégie nationale d'immigration d'asile en 2014 et qui inclut aussi les réfugiés. Il y a eu aussi les campagnes de régularisation exceptionnelle. Donc, c'est quand même plusieurs facteurs qui vont pousser les personnes à venir au Maroc. Alors, venir au Maroc de manière régulière ou irrégulière. Alors, il y a eu, je ne sais pas si vous avez lu une étude menée en 2021 par le Haut Commissariat au Plan sur la situation des réfugiés au Maroc. Et ils ont mentionné dans un de leurs passages que 45% des réfugiés ou demandeurs d'asile sont entrés de manière régulière, soit à travers l'aéroport international de Casablanca ou d'autres points frontaliers. Ce n'est pas ce que nous on remarque au niveau du HCR, on remarque que les personnes entrent plutôt de manière irrégulière à travers, et plus précisément, la frontière maroco-algérienne, bien que ces personnes aient des documents et des passeports, bien que ils sont exempts parfois de visa, ils viennent de manière irrégulière parce que c'est peut-être moins coûteux, parce que les personnes n'ont pas de connaissances, etc. et parce que peut-être ils suivent des réseaux et ils arrivent jusqu'au Maroc. Donc il y a plusieurs raisons sur lesquelles il faudra se pencher et qui poussent les personnes à quitter de manière irrégulière pour entrer au Maroc. Alors lorsque ces personnes entrent au Maroc, avant de tenter pour aller en Europe ou peut-être leur désir est de s'installer. Donc là, ils vont se retrouver au Maroc. Alors, quel est le contexte légal et politique pour qu'ils puissent s'intégrer? Donc, il y a la politique nationale d'immigration et d'asile, il y a la stratégie nationale d'immigration et d'asile, mais il n'y a pas de loi d'asile. En tout cas, je parle uniquement des réfugiés ici, je parle pas des migrants, autres catégories. Donc, ils se retrouvent au Maroc avec une bonne volonté politique, mais avec un système légal qui est un peu lacunaire, qui traîne un peu. Donc, ce facteur va peut-être pousser ces personnes à se poser des questions. Donc, il y a beaucoup de problèmes de documentation, donc beaucoup de problèmes d'intégration. Ces personnes, même venant avec une intention de s'intégrer au Maroc, elles vont se retrouver face à des défis. Donc, il y aura un dilemme entre rester au Maroc et peut-être aller en Europe. En Europe, on va se retrouver devant d'autres défis qui sont peut-être l'externalisation des frontières. Il est interdit aussi de sortir du Maroc de manière irrégulière. Donc on se retrouve devant des défis. Est-ce que les gens veulent rester au Maroc? Est-ce qu'ils ne veulent pas mais qu'ils n'arrivent pas à y aller? Donc c'est des situations aussi sur lesquelles il faudra se pencher. Alors, le rôle du HCR. Donc, le rôle du HCR, il est conscient que ces personnes qui sont peut-être sous son mandat peuvent venir de manière régulière ou irrégulière. C'est ce qu'on appelle les mouvements mixtes. Les mouvements mixtes, c'est des flux de personnes qui quittent pour des raisons différentes, que ce soit à cause des guerres, à cause des conflits, ou aussi pour venir étudier ou avoir une vie meilleure. Donc, le HCR, son rôle dans cette dynamique de mouvements mixtes est d'être présent, de s'assurer que les politiques mises en place puissent aussi intégrer ces personnes, qu'on puisse les identifier, les protéger, etc. Il faut juste s'assurer que pour en tout cas, j'aimerais bien mentionner que pour le HCR, la notion d'entrée irrégulière et de séjour irrégulier est une notion qui ne doit pas être pénalisée. Ce n'est pas un crime de vouloir entrer pour demander la protection. Alors,
il y a aussi le droit souverain de l'État de protéger ses frontières, etc. C'est un droit légitime. Mais on se retrouve aussi devant les obligations internationales et qui sont de admettre les personnes qui sont en besoin de protection, les protéger aux frontières, ne pas les refouler, ne pas les pénaliser pour séjour et pour entrée irrégulière, qu'il n'y ait pas de discrimination aussi. C'est tout à fait en conformité avec les obligations internationales et régionales de l'État. Alors, ce que fait le HCR au Maroc, et je suis consciente que je vais peut-être un peu déborder, le HCR au Maroc, il a un bureau à Rabat, donc il n'a pas accès aux frontières. Donc le bureau au Maroc, il est là pour assister le Royaume du Maroc à pouvoir être conforme aux standards internationaux. Donc, on est là pour accompagner jusqu'à ce qu'il y ait une loi d'asile. Et une fois qu'il y aura une loi d'asile, c'est l'État qui reprendra bien sûr le flambeau parce que c'est une convention qui est ratifiée par l'État. Donc, c'est la responsabilité de l'État. On n'est pas présent sur les lieux de débarquement ni sur, par exemple, les frontières, que ce soit l'entrée ou la sortie, mais on travaille, on essaie de faire le plaidoyer, des renforcements de capacité, échange d'expertise, mais aussi on essaie de développer avec d'autres agences, notamment l'OIM, et bien sûr en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et les forces de l'ordre pour qu'on puisse avoir accès à ces points d'entrée et points de sortie, pour qu'on puisse aussi identifier les personnes sous notre mandat. Donc voilà en gros, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. Moi, je proposerais plutôt qu'on prenne les questions vers la fin. J'ai laissé 2 minutes de battement, donc ça va. Merci d'avoir rappelé un peu le rôle que joue le HCR auprès des autorités ici au Maroc, mais aussi de rappeler les situations de plus en plus compliquées, que ce soit dans des pays d'Afrique de l'Ouest ou que ce soit dans des pays de la région maghrébine. Sans plus tarder, du HCR, on passera à l'OIM et on a avec nous Ftah Benchleikha, qui est donc assistante de projet senior à l'Organisation internationale des migrations, où elle contribue à l'assistance des personnes victimes de traite humaine, mais aussi sur les mineurs et enfants non accompagnés ou séparés au Maroc. Elle va nous parler aujourd'hui du rôle de l'OIM, bien sûr, et les axes d'intervention que l'organisation a au Maroc, mais aussi sur les différents projets. Je sais qu'ils ont un projet sur les disparitions, mais aussi beaucoup sur la lutte contre la traite des êtres humains, sans pour autant faire, bien sûr, l'amalgame avec la migration. Je vous donne 12 minutes aussi. Ok, donc comme je disais, l'OIM a été créée en 1951. Elle a été donc nommée l'OIM en 89. Le Maroc est devenu membre de l'OIM en 98 et a été implémenté en 2001. La première mission a quand même été ouverte à Rabat en 2007 et l'OIM n'a rejoint les Nations Unies que en 2016. Voilà. Donc il y a plus de 401 bureaux autour. Pardon, je galère un petit peu avec les présentation. La technologie ne sauve pas. Absolument pas. Ok. I think we're good. Et à la recherche active de la technologie. C'est bon, je pense. Ok, d'accord. Alors, donc je disais qu'il y avait plus de 401 bureaux autour du monde entier, à travers le monde, 2 centres administratifs, 9 bureaux régionaux et 2 bureaux de liaison. Donc la mission de l'OIM, donc l'OIM agit avec ses partenaires de la communauté internationale en vue de 4 objectifs principaux. Le premier étant d'améliorer la gestion des flux migratoires, favoriser la compréhension de la migration, promouvoir le développement économique et social, et finalement promouvoir le respect de la dignité humaine et le bien-être des migrants. En ce qui concerne l'OIM au Maroc, comme on a dit, l'OIM a débuté en 2001 au Maroc, et le premier bureau officiel de l'OIM a ouvert en 2007. L'OIM compte plus de 100 membres du personnel et est réparti à travers plusieurs villes du pays. Donc, on a un bureau à Rabat, un à Tanger et prochainement un dans la ville d'Agadir, et différents points focaux à travers du Maroc, notamment
à Oujda, Casablanca et Hoceima. Et l'OIM met actuellement en œuvre 25 projets. Donc, en ce qui concerne les interventions de l'OIM au Maroc, il y a 3 piliers principaux. Il y a donc le pilier de migration, développement et gouvernance, qui est gouvernance, développement, intégration socio-économique, mobilité de la main-d'œuvre et inclusion sociale, données et recherche, migration, environnement et changement climatique et finalement l'engagement de la diaspora. Ensuite, le second pilier est donc le pilier de protection et résilience. Donc, on verra un peu plus en détail un peu plus tard. Et le troisième pilier est donc le pilier de soutien aux jeunes, qui est donc action communautaire et intégration des personnes marginalisées, insertion professionnelle, donc ce qui inclut formation technique, mise en réseau, formation de formateurs, etc. Et donc soutien aux organismes qui aident les jeunes à répondre aux besoins qui aident à répondre aux besoins des jeunes à risque, donc notamment les acteurs publics, les OSC, etc. Alors, donc, comme j'avais dit, on va se concentrer sur le pilier de protection et de résilience, dont la cible sont les migrants internationaux en situation administrative irrégulière, les migrants internationaux en situation administrative régulière, les Marocains défavorisés et socialement exclus, susceptibles de migrer régulièrement, les Marocains de retour, la diaspora marocaine, gouvernement, autorités, OSC, etc. Donc les axes d'intervention sont les sensibilisations, la gouvernance, l'assistance directe à la protection, la recherche et la coopération sud-sud et l'employabilité et la formation professionnelle. Donc la sensibilisation, nous faisons tout ce qui est donc renforcement de capacité, que ce soit des acteurs institutionnels, des organisations de la société civile également, sur différentes thématiques, notamment la traite des êtres humains, la protection des enfants non accompagnés et séparés, la santé, etc. Mais aussi, on fait le renforcement de capacité aux journalistes professionnels et étudiants de l'ISIT sur la question migratoire, sur la terminologie également. Et nous organisons des séances de sensibilisation et d'écoute qui sont destinées aux personnes qui vont bénéficier du retour volontaire, donc qui est un projet phare de l'OIM et que j'expliquerai un peu par la suite. Donc des exemples de sensibilisation que nous avons organisées sont les sensibilisations sur les risques et les alternatives de la migration irrégulière, qui ont été organisées, qui ont ciblé les communautés, les jeunes et les enfants aussi. Il y a aussi des sensibilisations auprès des migrants et des partenaires sur le droit à la santé des populations migrantes, sensibilisation sur le vivre ensemble et le droit des migrants, et une formation qui me tenait à cœur était une formation aux forces de l'ordre sur ce que c'est que la traite, présenter aussi la loi 2714, la loi relative à la traite qui a été promulguée il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, en 2016. Donc le deuxième axe est donc la gouvernance, et ce que fait l'OIM, c'est l'élaboration ou le soutien dans l'élaboration de plans stratégiques nationaux et régionaux, l'intégration de la migration dans les stratégies nationales et le développement dans le cadre de la SNIA. Donc la SNIA, c'est la stratégie nationale d'immigration et d'asile. Élaboration d'outils d'assistance et protection des enfants migrants et des victimes de la traite des êtres humains, mise en œuvre de mécanismes de coordination, référencement entre acteurs clés et l'élaboration de lignes directrices sur l'hébergement d'urgence des enfants non accompagnés et séparés et des victimes de la traite des êtres humains. Ensuite, on a le côté assistance directe et protection, donc ce qui est assistance médicale, humanitaire et psychosociale des migrants, également l'hébergement, l'aide au retour volontaire et l'assistance juridique et administrative. Petite précision, l'OIM ne fait pas d'assistance directe mis à part le projet d'assistance au retour volontaire à la réintégration, l'OIM fait des partenariats avec des organisations de la société civile. Elle les forme aussi pour assister ces migrants en situation de vulnérabilité, donc que ce soit des enfants non accompagnés ou séparés, des victimes de traite, etc. Pour justement que ce soit hébergement, assistance médicale, psychosociale, etc.
Ensuite, donc employabilité et formation professionnelle, donc éducation, insertion professionnelle, développement personnel, etc. Recherche et coopération sud-sud. J'ai plus beaucoup de temps, donc je vais essayer de passer rapidement sur ça. Donc facilitation de la recherche et production d'études sur la protection et la résilience des populations vulnérables. Donc la protection en chiffres, entre 2020 et 2023, il y a eu donc plus de 2400 acteurs formés à la protection, plus de 175 000 migrants vulnérables qui ont bénéficié de services de protection, plus de 30 000 migrants qui ont bénéficié de sensibilisation, plus de 7 600 migrants vulnérables qui ont bénéficié d'un aide au retour volontaire dans leur pays d'origine, et plus de 430 Marocains qui ont bénéficié d'un aide à la réintégration. Donc quand je dis assistance au retour volontaire à la réintégration, je parle d'un des projets phares, comme j'ai dit, de l'OIM, qui vise à offrir une assistance humanitaire, administrative, logistique et financière aux migrants en situation de vulnérabilité. Donc en gros, le migrant ou la migrante se dirige vers le bureau de l'OIM dans un pays X et demande à être assisté pour retourner vers son pays d'origine. Donc il y a une coordination entre les deux bureaux, donc du pays d'origine et du pays où se trouve le migrant, pour organiser ce retour volontaire, mais pas seulement ça, la réintégration du migrant ou de la migrante pour une réintégration, pour lui donner une raison de rester dans son pays et d'avancer comme il le peut. J'ai encore 10 minutes ou pas? J'ai fini, je crois. 7 minutes. Bon, rapidement sur l'attrait des êtres humains, vu que c'est un peu mon domaine d'expertise. Donc l'attrait des êtres humains, c'est human trafficking. J'ai l'impression qu'on a tendance à connaître plus en anglais que le terme en français, mais donc au Maroc, on a pu identifier entre juillet 2022, entre juillet 2022 et aujourd'hui, on a pu identifier 54 victimes de traite. À la fois, il y a des victimes de traite marocaines et étrangères. Elles ont été identifiées, que ce soit par nos associations partenaires, par nos collègues du projet donc d'assistance au retour volontaire et à la réintégration, ou d'autres OSC avec lesquels on travaille, ou encore le HCR qui nous réfère de temps à autre des migrants. Et juste pour dire que bon, la plupart des victimes de traite qu'on a identifiées sont des femmes d'origine ivoirienne et qui ont été exploitées dans le travail forcé, donc notamment le travail domestique. Et voilà, donc on continue à collaborer avec nos partenaires institutionnels, associatifs ou nos agences onusiennes pour pardon, je te regarde. Non, pas de souci. Mais bon, voilà, voilà ce que fait l'OIM, voilà ce qu'on fait un petit peu sur la traite, et je vous remercie. Merci. Merci. Je suis quelqu'un de très gentil quand je ne modère pas. Non, je n'en doute pas. Merci. On aura l'occasion d'en découvrir plus au niveau des questions et du débat, et je suis sûre qu'on pourra à ce moment-là donner plus de clarification. Sans plus tarder, on va passer à nos éléments masculins du panel. Donc, on a avec nous Abdelrahman Ben Yahia, qui est là pour Droit et Justice, donc qui est responsable du Centre Migration et Asile. Donc, Droit et Justice est une ONG qui défend les droits humains de façon générale. Et Abdelrahman Ben Yahia est donc avec plus de 15 ans d'expérience. Il a collaboré avec le HCR, on revient vers Slima, l'ENABEL et la société civile de façon générale. Il œuvre notamment pour la protection juridique des personnes migrantes et réfugiés. Il les accompagne dans leur démarche juridique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il nous parlera des défis juridiques et administratifs de l'intégration des populations migrantes au Maroc. Bonjour à tous. Je souhaiterais remercier d'abord en fait l'université et AMSED et aussi la conférence méditerranéenne, Dormed, tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette conférence, les professeurs, les étudiants, les collègues du HCR, l'OIM, etc. Donc moi, en fait, je voulais parler surtout des problèmes et des défis qu'il y a pour les personnes migrantes au Maroc. Et donc, mais avant de parler de ça, je voulais d'abord signaler
que quand on parle de migration irrégulière, c'est lorsque la personne n'a pas le droit d'entrer sur le territoire, n'a pas le droit de séjourner sur le territoire. Et donc on parle surtout du droit de l'État, donc qui décide, vous avez le droit d'entrer, vous n'avez pas le droit d'entrer. Et donc la cause principale de l'immigration irrégulière, c'est ça, c'est la décision de l'État de ne pas accorder l'entrée sur le territoire ou pas. Mais ce qu'on appelle la cause, en fait, c'est surtout la motivation, pourquoi les gens veulent migrer. Mais que ce soit régulier ou irrégulier, souvent ce sont les mêmes causes, c'est-à-dire améliorer ses situations personnelles, économiques, sociales, fuir parfois la guerre. Donc c'est pas forcément tous les réfugiés qui sont en situation irrégulière. Il y a des réfugiés qui voyagent avec leur passeport, le visa, etc. Donc les personnes qui cherchent un travail ailleurs, simplement parce qu'ils ont les moyens, ou ils vivent dans un pays avec le passeport avec lequel ils peuvent voyager dans n'importe quel autre pays. Donc en fait, c'est surtout les États qui imposent les conditions d'entrée, de séjour, qui font que il y a cette migration irrégulière, et ça n'a pas toujours été le cas. Donc le monde n'a pas toujours existé dans cette situation où vous n'avez pas le droit de voyager, on considère que vous êtes illégal ou irrégulier. Donc le droit, c'est quelque chose de très important, et en fait c'est la chose fondamentale, je pense, qui va déterminer les causes, mais aussi les conséquences. Quelles sont les conséquences pour les personnes qui sont en situation régulière ou irrégulière? Au Maroc, donc principalement le cadre juridique, c'est d'abord la Constitution, donc la norme supérieure, donc dans la hiérarchie des normes, la Constitution de 2011, qui parle de personnes étrangères à l'article 30, et qui indique que les personnes qui sont étrangères au Maroc, elles jouissent des mêmes libertés que les citoyens, les Marocains. Donc ça, c'est un principe, le principe de non-discrimination. On verra que en fait, c'est un principe il y a beaucoup d'exceptions qui font qu'au final, c'est plus vraiment un principe. Donc il y a dans la Constitution aussi le principe de la supériorité, c'est-à-dire la primauté du droit international sur le droit interne. Donc ma collègue Salma parlait tout à l'heure de la Convention de 1951. Il y a aussi la Convention internationale sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles, que le Maroc a signé et ratifié, donc qui parle aussi des personnes en situation régulière, mais aussi des migrants en situation irrégulière. Et donc il y a certains droits qui sont attachés, comme la Convention de 1951. Donc la Constitution de 2011, il faut savoir, elle est très avancée parce que l'article 30 dit que les étrangers, normalement, ils auraient le droit de vote pour les élections locales. Mais il n'y a toujours pas de loi qui a été votée pour rendre effectif ce droit de vote. Ensuite, nous avons les lois et les règlements intérieurs qui sont liés à l'entrée et le séjour des étrangers. Donc, toutes les autres lois vont s'appliquer aux étrangers, que ce soit le code pénal, code civil, etc. Mais spécifiquement, ce qui va s'appliquer plus spécifiquement aux étrangers, aux personnes, et qui va déterminer si vous êtes en situation régulière ou irrégulière, c'est la fameuse loi 0203, qui est une loi qui parle non seulement des conditions d'entrée et de séjour, mais aussi de la pénalisation, c'est-à-dire de l'entrée irrégulière et du séjour irrégulier avec des peines qui sont applicables. Mais je tiens à signaler aussi que c'est pas uniquement l'entrée et le séjour qui sont pénalisés, c'est pas seulement l'immigration au Maroc, mais aussi l'émigration, c'est-à-dire le fait de quitter le pays. Donc ça peut s'appliquer aussi aux Marocains. On a les décrets d'application et les arrêtés qui vont déterminer, voilà, qui a le droit d'entrer au Maroc, qui n'a pas le droit, et le ministère des Affaires étrangères va déterminer aussi s'il faut avoir un visa ou pas, quels sont les pays qui peuvent rentrer simplement avec un passeport. Donc dernièrement, la Côte d'Ivoire, il y a eu l'imposition du visa pour les personnes venant de Côte d'Ivoire, alors qu'auparavant, avant octobre, ils pouvaient rentrer sans visa. Les autres dispositions, c'est tout ce qui est lié à l'asile, spécifiquement. Certes, il n'y a pas
de loi d'asile, alors que la Constitution de 2011, l'article 30, dit que la loi va déterminer quelles sont les procédures d'octroi de l'asile. Mais il n'y a pas cette loi. Donc, mais on peut faire des renvois, c'est-à-dire que la loi 0203 dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a des articles spécifiques, comme par exemple, il y a un article qui dit que les personnes réfugiées qui sont reconnues par le HCR et qui ont la carte du bras ont le droit à la carte de résidence de 10 ans. Mais c'est pas quelque chose qui est appliqué sur le terrain. En vérité, les réfugiés n'ont pas accès à cette carte de résidence, mais plutôt à la carte d'immatriculation. Les autres dispositions légales, le code de la famille s'applique aussi aux personnes réfugiées parce que ils peuvent pas se marier devant des consulats ou des ambassades. Donc, c'est le droit marocain, la Moudawana, qui va s'appliquer de manière exceptionnelle à des étrangers. Parce que normalement, la Moudawana ne s'applique qu'aux relations entre Marocains et étrangers pour les mariages, les divorces, etc. Et le code du travail aussi va s'appliquer pour les réfugiés de manière spécifique parce qu'il y a un article qui dit que la préférence nationale ne va pas s'appliquer lorsque il y a une convention internationale ou une convention bilatérale. Or, la convention de 1951 indique que les réfugiés en situation régulière doivent avoir la meilleure position possible en tant qu'étrangers, c'est-à-dire que il n'y a pas de préférence nationale qui s'applique à eux. Enfin, le décret de 57 que ma collègue a parlé. Donc, les problèmes qu'on rencontre dans les défis juridiques dans la régularisation des migrants, c'est que il y a des exigences qui sont très strictes pour pouvoir rentrer et séjourner au Maroc. Les conditions de régularisation, une fois que vous êtes sur le territoire et que vous êtes en situation irrégulière, c'est extrêmement compliqué de régulariser votre situation parce que la condition sine qua non pour pouvoir régulariser votre situation, c'est d'être entré déjà de manière régulière. Et aussi, pour pouvoir régulariser sa situation, il y a des conditions extrêmement strictes il faut apporter des preuves, par exemple un contrat de travail étranger. Donc il y a la préférence nationale qui s'applique. Donc, vous pouvez pas en tant qu'étranger simplement faire un contrat comme un Marocain, mais vous devez prouver qu'aucun autre Marocain ne peut être employé. Donc ce qui fait qu'il y a des complications. Le Maroc a, de manière exceptionnelle, régularisé des personnes, même si elles étaient en situation irrégulière. C'est-à-dire elles étaient entrées de manière irrégulière ou séjournées au-delà du séjour qui était permis, et c'était des campagnes spécifiques en 2014 et 2017. Mais ces campagnes, en fait, ont aussi réglé certains problèmes, mais ont amené des difficultés. D'abord, la première difficulté, c'est juridiquement, mais j'ai pas entendu beaucoup de débats sur ce sujet, c'est la base juridique de cette régularisation. La seule chose que j'ai trouvée, c'était en fait un communiqué du ministère de l'Intérieur avec une circulaire. Et donc, en fait, lorsque cette campagne s'est terminée, on est retourné à l'application de la loi 0203. Et donc, les critères de régularisation, qui étaient exceptionnels, pour se régulariser, pour renouveler le titre de séjour, ne s'appliquaient plus, et on retourne au droit général. Et donc là, en fait, on va demander des exigences supplémentaires, et pas simplement, par exemple, le fait d'avoir résidé 5 ans au Maroc pouvait permettre la régularisation. Mais une fois que la personne s'était régularisée, eh bien, il fallait un contrat de travail étranger, ou bien, en tant qu'étudiant, il faut être inscrit à l'université, ou bien, il faut être marié avec une personne qui a un titre de séjour, ou être marié avec une Marocaine, etc. Donc, il y a des catégories très spécifiques, et donc, beaucoup de personnes ne se retrouvaient pas dans ces catégories, et donc, il y avait des lacunes juridiques qui ont été posées dans la loi. Il y a aussi le problème de la preuve de résidence dans la loi, enfin dans le décret. Il est dit que, voilà, pour pouvoir régulariser cette situation, il faut avoir une preuve de résidence. Mais dans les administrations, on demande spécifiquement un contrat de bail. Et il y a des difficultés pour obtenir ce contrat de bail, surtout si vous êtes en situation irrégulière. Pour l'asile,
oui, l'asile et la protection des réfugiés, il y a des hiatus, des lacunes dans le droit, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la Constitution de 2011 indique qu'il doit y avoir une loi qui spécifie les procédures d'octroi de l'asile, mais cette loi est absente. Et aussi, il y a un problème dans l'application du décret de 1957 qui a créé une instance nationale qui est le Bureau des réfugiés et des apatrides. Ce Bureau des réfugiés et des apatrides, en fait, dans le décret, il est dit que il reconnaît réfugiés les personnes relevant du mandat du HCR, mais aussi il peut reconnaître lui-même les personnes réfugiées. Mais ça n'a jamais été fait, en fait. Et il y a des ambiguïtés parce que en 2013, lorsque le Maroc a décidé de régulariser les réfugiés, on n'a pas appliqué directement ce décret, mais ils ont créé une commission ad hoc de régularisation des réfugiés, des personnes relevant du mandat du HCR. Et donc, on est dans une situation dans laquelle il y a certains décrets, mais en fait, on est en train d'appliquer des mesures transitionnelles qui ont des bases juridiques un peu faibles. Et donc, voilà. Et le troisième problème qu'il y a avec les réfugiés, c'est que il y a une catégorie de réfugiés qui n'ont pas été régularisés par le Bureau des réfugiés et des apatrides, les Syriens, parce qu'il n'y a pas eu de reconnaissance individualisée de toutes les Syriens, mais c'était un peu une reconnaissance prima facie, c'est-à-dire que le fait d'être Syrien, on va vous reconnaître réfugié par le HCR, et les autorités n'avaient pas de base juridique, c'est-à-dire parce que le Maroc a signé la Convention de 51, et pour avoir une reconnaissance de groupe ou une protection temporaire. Et donc, ce problème juridique fait que, voilà, il y a cette situation. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et voilà, je reste disponible si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, c'est toujours intéressant mis à part de comprendre les raisons, de comprendre un peu ce qui se passe sur le terrain de façon juridique, administrative. C'est toujours compliqué de naviguer l'administration, encore moins dans des pays comme le Maroc. Sans plus tarder, je donne la parole à monsieur Atoumane Aboubakar, pardon, excusez-moi. L'Organisation des jeunes africains, qui est récemment diplômée en économie appliquée à l'université Mohammed V, et qui est aussi coordinateur général de l'Organisation des jeunes africains. Il nous parlera, lui, à son tour aujourd'hui, de la migration, les origines et ses effets, mais aussi des causes économiques, institutionnelles et éducatives reliées à la migration. Et enfin, l'impact que cette migration a et sur le pays d'origine, mais aussi sur le pays d'accueil. En 12 minutes, s'il vous plaît. Pardon. Merci beaucoup de nous avoir invités pour cette conférence qui est vraiment enrichissante. Et je vais pas plus tarder parce que je pense on a pris un peu de retard. Mais je vais commencer d'abord à présenter l'OJA, l'Organisation des jeunes africains. L'Organisation des jeunes africains, elle était créée au Maroc le 17 mai 2008 à Tanger. C'est une organisation amicale, démocratique, apolitique et indépendante qui a l'ambition de regrouper en son sein tous les jeunes africains, toutes nationalités confondues. En fait, l'Organisation des jeunes africains œuvre dans le domaine socioculturel avec un esprit collectif ambitieux sous des objectifs nobles et qui est une nouvelle vision qui rend compte chaque jeune africain. L'Organisation des jeunes africains, surtout, il travaille sur de projets avec plusieurs partenaires comme l'OIM, des autorités locales, sur de projets d'assistanat humanitaire, sur des projets de
de renforcement des capacités pour les jeunes Africains sur de projets entrepreneuriels. Comme c'est dit ici, je vais parler des avantages de la migration et les causes. Les avantages sur le pays d'accueil, mais aussi pour les pays d'origine. Je pense les causes de la migration est presque, les causes sont toutes dites ici, que ça soit sur ma collègue de Union de HCR et de l'OIM. Les causes sont nombreuses, que ça soit climatique, politique, économique. Les gens migrent pour avoir des vies meilleures, comment dirais-je, pour améliorer leur vie en fait. Et les causes sont diverses. Il y a les causes économiques. Les gens quittent leur pays pour trouver de meilleures vies et ils partent pour venir dans des pays irrégulièrement. Ils veulent traverser plusieurs frontières pour arriver presque en Europe. Mais quand ils arrivent ici au Maroc, ils changent peut-être d'avis parce que c'est un pays d'accueil. Ils cherchent comment dirais-je, ils cherchent à améliorer leur vie et comment, voilà, donc ils cherchent à améliorer leur vie par rapport à ce qu'ils avaient auparavant. On parle aussi de causes, de facteurs politiques. Ces facteurs se rapportent à l'absence de démocratie participative, comme c'est dit ici. Il y a les facteurs naturels, comme les changements climatiques, les personnes qui vivent de l'agriculture, parfois ils quittent leur pays parce qu'il y a le changement climatique, il y a des catastrophes naturelles, donc ils seront obligés de quitter leur pays pour avoir une meilleure vie ailleurs. Il y a les causes éducatives. Les causes éducatives, on parle surtout des étudiants qui veulent avoir des études qui sont adaptées aux vies professionnelles. On sait que la plupart des pays africains, les subsahariens, l'éducation est, on peut dire, c'est pas plus avancé que des pays européens ou bien les pays maghrébins. Donc pour les gens, les migrants qui viennent des pays subsahariens, donc ils arrivent au Maroc pour avoir ces chances d'avoir des études un peu plus avancées et adaptées pour la vie professionnelle. Pour l'impact de la migration sur les pays d'origine et les pays d'accueil. Déjà, si on a les conditions appropriées dans les pays d'accueil, les migrants quand même participent au développement économique et cherchent aussi à participer pour participer à la vie au développement économique. Pour les pays d'accueil, on a apport de main-d'œuvre qualifiée permettant de combler les lacunes de certains secteurs. Comme c'était dit ici, les migrants travaillent dans du secteur informel. Il y a des sons de travail parfois que
des, des personnes du pays, ils veulent pas faire. Donc, les migrants essayent de combler ces vides pour participer à y rester aussi et avoir une meilleure vie. Il enrichit la culture aussi. Les migrants qui sont ici, parfois, ils font surtout la culture culinaire, culturelle. Ils ont des plats qui viennent de chez eux et ils le présentent dans des activités, ils le vendent. Et il y a les Marocains aussi qui participent, qui prend le repas, qui goûte, mais aussi pour les migrants aussi. Et ils découvrent aussi la culture marocaine. Donc c'est un échange de culture en fait. Il y a aussi la stimulation de l'innovation grâce à l'intégration des perspectives et des compétences variées. Pour les avantages pour les pays d'origine, on a une augmentation des envois de fonds. Les migrants qui sont ici, qui ont des activités génératrices de revenus, parfois ils envoient de fonds au pays et ce fonds peuvent participer à l'économie du pays d'origine aussi. Il y a une amélioration des compétences et l'expérience des travailleurs revenant dans leur pays. Bon, déjà, comme j'ai dit, on vient pour avoir une formation plus adaptée. Donc, cela veut dire on va avoir plus d'expérience pour les étudiants qui sont ici, ils vont avoir plus d'expérience et leur retour au pays sera bénéfique pour le pays. Il y a aussi le développement de réseaux internationaux susceptibles de favoriser le commerce. Donc les étudiants, ils peuvent développer leur réseau entre étudiants ou camarades ou collègues. Et en rentrant dans leur pays, bien sûr, ils peuvent toujours être en contact avec ce collègue pour des projets d'investissement ou bien de commerce. Donc tous ces phénomènes engendrent à son tour la création de nouveaux emplois et l'augmentation des recettes fiscales, bien sûr. Parce que presque tous les migrants qui sont ici ont des activités à côté, même si c'est informel, mais ils ont des activités à côté et ils contribuent au développement. Donc, en tant qu'organisation des sociétés civiles, nous jouons un rôle crucial dans la défense des migrants qui éprouvent de difficultés à s'intégrer. Et cela en favorisant l'intégration des jeunes, en organisant des formations et de capacités, de renforcement des capacités pour les migrants. Donc voilà, donc je vous remercie. Merci. Merci à les intervenants et toutes les intervenants. Moi, je vous propose de prendre, on a encore un petit moment pour prendre les questions. Je peux commencer une liste ou des remarques. Oui, monsieur. Donc, non, s'il vous plaît, comme ça. Merci. 10 minutes, monsieur. Voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'on pourrait se tenir à 2 minutes, s'il vous plaît? On puisse. Alors, où ça? Ah, fou. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'appelle Moussa Mohamed Djibril, je suis étudiant ici à l'UIR en Master 2 de sécurité internationale au sein du Collège des sciences sociales. Alors, moi je viens du Tchad. Après l'obtention de mon bac, je suis allé au Sénégal, j'ai fait 3 ans pour obtenir ma licence. Ensuite, j'ai décidé de venir au Maroc ici pour faire mon master.
Et dans les deux pays, j'ai eu à disposer de cartes de séjour, comme au Sénégal, comme au Maroc ici. Et ma question est de savoir, c'est une question adressée à l'ensemble du panel, pourquoi mon immigration, qui est dite régulière, serait beaucoup plus légitime et acceptée aux yeux des autres que celle d'une personne qui a migré de façon irrégulière. Donc, c'est ça ma question. Merci Moussa, parce que ça va m'aider aussi à poser une question. Je suis Béatrice Messa, professeure au Collège des sciences sociales. Je suis ravie d'être ici. Merci au Dialogue de la Méditerranée. Merci société civile. Merci Selma et tout le travail que vous faites également pour toutes les organisations dans ce pays qui devient un pays de immigration. Et je pense que c'est très important. Ici, il y a une représentation des étudiants d'un master sur la sécurité internationale et on travaille énormément sur les volets migratoires. Donc, les migrants dans les centres de l'agenda. On travaille beaucoup sur la protection des personnes en mobilité. C'est pour cela qu'on est tous ici et on est très attentifs à vos discussions. J'aimerais bien, juste pour nos étudiants, vous poser plusieurs questions si possible. Et d'abord, qu'est-ce qui bloque la loi d'asile? Qu'est-ce qui bloque aussi les nouvelles lois qui n'arrivent pas à s'installer dans un pays qu'il faut que devienne ce modèle de diplomatie migratoire intracontinentale? Est-ce qu'on peut essayer d'aller en profondeur en sachant la difficulté? Mais qu'est-ce qui bloque? C'est par le haut, c'est par le bas. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'acteurs aussi de l'action publique? Parce que tous mes étudiants, et moi aussi, nous faisons partie de cette action publique. Aussi, vous savez très bien que le Maroc que j'ai connu, ça fait plus de 20 ans, c'est pas le Maroc d'aujourd'hui. C'est un Maroc qui a énormément évolué dans cette nation africaine dans laquelle nous sommes. C'est un nouveau modèle sociétal qui est en train de se construire véritablement. Qu'est-ce qu'on doit faire pour accompagner mieux? Parce que on se rend compte qu'il y a des résistances par le bas. Est-ce qu'il y a aussi des résistances par le haut? Parce que, encore une fois, la pluralité de la société marocaine, elle est très importante. Nous sommes africains aujourd'hui. Si vous partez au quartier de Takadoum, on fait beaucoup de travail de terrain, vous allez voir que nos travailleurs migrants subsahariens, ils sont dans des conditions lamentables parce qu'il y a des entrepreneurs, petits moyens entreprises qui viennent, qui prennent des Africains avec des conditions lamentables, et donc on est face à une fragilisation de l'individu qui se trouve dans une condition déjà difficile au Maroc. Qu'est-ce qu'on est en train de faire par rapport à ça? Et je finis en posant la question, combien d'asile on a donné au Maroc en réalité dans les dernières années? Et quelles sont les nationalités qui ont l'accès véritablement à l'asile ici? Est-ce qu'on pense dans l'avenir à des bourreaux à la frontière pour répondre à ces gens de demandes d'asile? Mais j'ai tellement de questions. Mais merci infiniment. J'espère que vous allez pouvoir nous répondre. Et encore une fois, un grand merci à tous et toutes. Merci. Alors, ma première question concerne les aspects environnementaux. Nous sommes en train d'assister au réchauffement climatique et du coup, la montée des eaux de mer. Et très bientôt, nous allons voir la disparition carrément de certains pays insulaires. On n'est pas dans la logique peut-être de la migration clandestine, mais ces gens doivent partir quelque part. Je ne sais pas, est-ce qu'on a une idée sur la destinée des pays insulaires qui sont en train de se noyer aujourd'hui? La deuxième question, c'est par rapport à la relation Europe-Afrique, Europe de l'Est. Je crois que l'Europe s'est engagée dans ce qu'on appelle la politique de voisinage, que ce soit pour les pays africains ou l'Afrique de l'Est. Et on ne sait pas. Et elle est allée même sur ce qu'on appelle la politique du voisinage, c'est-à-dire une sorte de pare-choc pour l'Europe. Est-ce que, à votre avis, cette politique de voisinage a donné les effets escomptés en termes de, je ne dirais pas fixation, de réduction des flux migratoires informels? Merci.
Salut tout le monde, je veux premièrement remercier toutes les intervenantes et intervenants pour ces nouvelles informations enrichissantes. Ma question c'est précisément pour Monsieur Abdelrahman, vous avez dit l'accord-travail. C'est quoi les aspects légaux pour obtenir ce contrat, et on veut dire quoi avec ce contrat? Et merci. Merci beaucoup. Pour épuiser mes 2 minutes, je vais me présenter. Je vais poser une question. Alors, je m'appelle Rachid Taleb, je travaille à la Commission nationale du Royaume du Maroc auprès de l'UNESCO. Mais aujourd'hui, je suis sous le chapeau, la présence de Eden. Donc, je suis représentant de Eden aujourd'hui. Et mon intervention, c'est pour dire tout simplement que cette thématique de la migration est vraiment une thématique toujours d'actualité. Elle est inéluctable, elle est mondiale, elle est multidimensionnelle et suscite vraiment toujours l'intérêt de tous les intervenants. Maintenant, pour les approches, comment on va approcher cette thématique? C'est vraiment à travers, elle est, comme j'ai dit tout à l'heure, multidimensionnelle, étant donné que les sources, c'est beaucoup plus économique, social, environnemental, politique même. Et en même temps, l'intervention, pour intervenir, ça demande, ça exige l'intervention de tous les acteurs, aussi bien institutionnels que de la société civile, que toutes les parties prenantes à ces thématiques, étant donné évidemment que c'est une approche qui doit être normalement faite à travers le globe, c'est-à-dire tous les pays sont concernés par ces thématiques. Et quand on vient à la région, la manière avec laquelle on va traiter cette question dans le monde arabe, africain et d'autres n'est pas peut-être la même approche, étant malgré qu'il y a beaucoup de ressemblances. Et puis, quand on vient au pays, maintenant, quand on parle du Maroc, bien sûr, comme vous le savez, il y a beaucoup plus de travail qui se fait au Maroc. Et en même temps, nous avons beaucoup de départements ministériels qui sont fortement impliqués dans cette thématique, aussi bien la société civile, les organisations internationales, bien entendu, et au niveau régional, c'est-à-dire au niveau de chaque région, il y a des ressemblances comme il y a des choses qui sont totalement différentes, mais le vrai travail se fait au niveau local. Donc là, c'est au niveau local qu'on essaie de mettre en œuvre les politiques qui ont été façonnées au niveau central pour les mettre en... Maintenant, la question, comment essayer de traduire ces politiques qui sont façonnées au niveau consul, au niveau central, au niveau local, d'une manière fluide, et sachant bien que vous avez mis en évidence la question juridique. Nous avons un certain nombre de normes juridiques, des textes juridiques, mais comment on essayer de les mettre en œuvre en prenant en considération toutes ces différences, tous ces éléments qui ne sont pas totalement faciles. Donc il y a une complexité de la chose, et c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué en termes de mise en œuvre au niveau local. La question, c'est, nous avons beaucoup d'intervenants, y compris les organismes internationaux relevant des Nations Unies. Nous avons maintenant l'HCR, l'OIM et d'autres qui travaillent sur ces thématiques. Maintenant, la question, est-ce qu'il y a une très grande concertation de la part de tous ces organismes internationaux pour faire en sorte qu'il y ait une coordination et une cohérence en termes d'approche et en termes de mise en œuvre de ces politiques qui sont façonnées en termes soi-disant national, parce que l'OIM, l'UNICEF, l'HCR, le FNIAP, beaucoup. En fait, nous avons au Maroc 27 organismes internationaux. Et là, c'est comment essayer de faire cette cohérence et synergie entre ces acteurs-là. Merci. Merci. De ma part, je tiens à remercier les organisateurs, les intervenants, les intervenantes. Je me présente, Fatima Zahra, je suis chargeuse en migration, particulièrement sur les mineurs non accompagnés au Maroc. J'adresse ma question à Madame Benchlecha. J'ai deux questions. La première sur les... Est-ce qu'un mineur a le droit d'opposer la demande de retour volontaire et sur quels critères et conditions? Deux, merci de partager avec nous les bonnes pratiques de la protection des victimes de traite au Maroc. Merci beaucoup.
Merci. Je pense que pour prendre des réponses, on va aller dans l'ordre des interventions et donc je vais commencer par Sylvain. Oui, merci pour les questions et pour l'intérêt. Moi, je vais essayer de répondre un peu à toutes les questions, mais toujours en gardant l'asile comme composante axiale. Alors, pour vous, monsieur, parce que un étudiant qui vient au Maroc ou dans un pays X et qui a la possibilité d'y entrer, de séjourner régulièrement, est-ce que il a, ou bien sa migration ou immigration est plus légitime que une personne qui vient ou qui entre ou qui séjourne de manière irrégulière? Alors, la question n'est pas dans la légitimité. C'est légitimement, peut-être moralement, socialement, etc. Mais est-ce que c'est légal? Et encore une fois, on retourne aux lois et c'est les lois qui façonnent, voilà, qui peut entrer, qui peut ne pas entrer, qui peut y séjourner. La question de légitimité, en tout cas, est limitée quand on va parler du droit, ce que dit la loi, au niveau des postes frontières, est-ce que vous avez le droit d'entrer ou pas? Donc ce n'est pas une question de légitimité, mais moralement et socialement, bien sûr, humainement, humanitairement, une personne qui a quitté parce que du jour au lendemain, il y a eu une invasion de la part de miliciens ou d'un autre État, qui a des bombardements, que la personne n'a pas la possibilité de prendre ses documents et qu'elle sort et qu'on peut pas l'identifier, qu'elle franchit des frontières internationales et qu'elle se retrouve devant un poste frontalier et qu'elle demande l'asile ou une protection. Légalement, peut-être une loi nationale ne permet pas parce qu'il faut un visa, etc. Mais le droit international et les standards et la morale et l'humain veut que cette personne accède au territoire et qu'elle puisse demander déposer sa demande d'asile et qu'elle puisse aussi trouver une protection internationale ou nationale et vivre dignement. Donc, je passe à peut-être la question de professeur. Alors, qu'est-ce qui bloque? Déjà les chiffres, en tout cas, je peux vous donner les chiffres du HCR. Donc jusqu'à maintenant et au dernier chiffre de mémoire, on a une population de près ou un peu plus de 18 000 personnes entre demandeurs d'asile et réfugiés. Donc c'est des personnes qui sont sous notre mandat, le mandat du HCR. Alors les personnes, quand elles sont reconnues par le HCR, elles passent devant la commission ad hoc du Bureau des réfugiés apatrides qui est affiliée au ministère des Affaires étrangères. Donc font des auditions 2 fois par semaine. Les auditions, je pense qu'il y en a eu plusieurs à travers les années, à des fréquences un peu hétérogènes. Donc il y a plus ou moins un peu plus de 3000 personnes qui sont reconnues réfugiées par l'État marocain. Donc il y a une espèce de différence qui va se traduire dans une hétérogénéité de la documentation, donc l'accès aux services et aux droits. Mais on pousse, en tout cas, oui, ça bloque, mais par exemple, à partir de mars de cette année, le bras conduit 2 auditions par semaine, alors que pendant une bonne, plusieurs années, on n'avait qu'une seule. Et une audition ne permet de prendre, on peut pas prendre plus de 20 personnes par audition. Donc le rythme de travail conduit par le HCR n'est pas le même, parce que le bras aussi, c'est une commission qui est ad hoc, en attente du loi d'asile, donc on attend du création d'un office national. Donc c'est une situation qui est intérimaire, transitoire. C'est ce qui bloque, peut-être. Et puis, alors, est-ce que aussi, qu'est-ce qui bloque la loi d'asile? Alors, c'est une question qui est fondamentale et je pense que tout le monde se pose la question, mais il faut aussi se demander, et certes, le Maroc, il a ratifié la Convention de Genève, il a des obligations internationales et régionales, il a une constitution qui prévoit d'avoir une loi d'asile, il a entrepris des avancées comme la politique nationale d'immigration et d'asile, la stratégie nationale d'immigration et d'asile. Donc il y a eu à un moment une impulsion et des avancées, puis il y a eu un blocage. Donc moi peut-être à mon sens, ce blocage, il est aussi démontré par aussi la posture mondiale, la posture régionale. Alors le Maroc, est-ce qu'il a un intérêt à avoir une loi d'asile alors que les pays autour se renferment? Quand on voit l'exemple des pays dits de culture démocratique, en Europe, on ne respecte même plus le principe de non-refoulement. Il y a des changements des lois d'immigration et d'asile. Les pays avoisinants au Maghreb aussi changent. Donc il y en a même fermé des bureaux du
HCR en Tunisie. Il y a des refoulements, des expulsions de masse depuis l'Algérie vers le Niger. Donc, il y a un climat qui n'est pas du tout propice. Alors, c'est quoi l'intérêt pour le Maroc d'avoir une loi d'asile? Cette réponse, je sais pas, il faudra la poser aux autorités, mais je pense que le climat, en tout cas géopolitique, ne permet pas au Maroc, en tout cas, d'être le seul à avancer. Il faut aussi le voir aussi du côté un peu plus et le contextualiser. Ça ne va pas du tout dans le monde. Et il y a aussi la pression que subit le Maroc, ou pression ou c'est aussi peut-être des intérêts qu'il a avec l'Union européenne. On bloque aussi la migration. On bloque ça se passe aussi à des niveaux aussi beaucoup plus subtil. Donc, c'est une question qu'il faudra peut-être poser aux autorités parce qu'on n'a pas tous les éléments. Mais en tout cas, maintenant, la démocratie ne se définit plus avec les valeurs traditionnelles, mais aussi par comment l'État gère ses frontières et comment l'État accueille la migration. Pour ce qui est du réchauffement climatique et du niveau, enfin, ou du point de vue de l'asile, on revient toujours à la Convention de Genève et ne prévoit pas de reconnaître une personne qui a quitté parce qu'il y a un réchauffement, parce qu'il y a des cyclones ou autres. Une personne peut être reconnue sur la base d'un problème climatique si le problème il est lié s'il est man-made, s'il a un lien avec l'humain, s'il est perpétué par l'État ou si l'État n'a pas prévu des politiques pour pouvoir contrecarrer, par exemple, des problèmes liés à la migration. S'il y a par exemple des milices ou l'armée ou autres qui bloquent ou qui font qu'il y a une perpétuation de ces problèmes climatiques. Mais peut-être je laisserai ma collègue de l'OIM en parler parce qu'ils ont ce volet. Est-ce que les politiques de voisinage ou peut-être tout ce qui est pression, en tout cas relations ou autres, comme on peut les définir, est-ce que ça a permis de réduire les flux? Non, je pense pas. Ça n'a pas permis de réduire les flux. Ça a rendu peut-être les personnes un peu plus créatives, innovantes. Je pense que ça ne va jamais réduire les flux. Donc il y a l'humain, il y aura la migration, il y aura juste de nouvelles méthodes pour migrer, émigrer ou immigrer. Et nous on fait un monitoring des chiffres et les chiffres n'ont pas drastiquement changé, en tout cas en 2024 par rapport à 2023, 2022, 2021, c'est plus ou moins la même chose. Il y a eu des pics en 2015, etc., mais c'était peut-être dû à la crise syrienne, etc., et d'autres facteurs. Mais en tout cas, les politiques actuelles n'ont pas changé les chiffres de... Voilà, je pense que... Oui, je vais donner peut-être la parole à d'autres collègues, parce que je pense que j'ai parlé de tout ce qui est en lien avec l'asile. Merci. Allez-y. Oui, allez-y, on peut faire. Oui, donc je vous remercie pour toutes les questions. Et par rapport à la question de la légitimité, est-ce que tout ce qui est légal est légitime? C'est une question de philosophie, de politique. Donc peut-être qu'il faudrait faire des recherches sur cela. Mais comment dire? Le seul lien qui existe, en fait, que je trouve entre l'État et la légitimité, c'est, en sciences politiques, ils disent que l'État a le monopole de la violence politique, non, de la violence légitime, c'est ça. Donc la violence légitime, c'est quoi? C'est empêcher les gens de rentrer et pouvoir les expulser. Donc il y a un lien, en fait, d'une certaine manière, entre cette légitimité de l'État à pouvoir agir avec la force physique pour écarter, éloigner ou empêcher les personnes de rentrer, ou une fois qu'ils sont rentrés, on peut les mettre en prison ou les renvoyer du pays. Mais comme a dit ma collègue, bien évidemment, quand on parle de légitimité, c'est toujours lié à la morale plus que le droit. Et donc, personnellement, je ne vois pas, de raison de penser que, voilà, parce que vous remplissez des critères ou vous ne remplissez pas des critères, on peut vous condamner moralement pour avoir quitté votre pays, alors que peut-être c'est la même raison qui vous a poussé à quitter le pays d'une personne qui a rempli les critères ou les contrôles, etc.
Donc, c'est une bonne question à réfléchir. Pour la nouvelle loi, qu'est-ce qui bloque la nouvelle loi? Je pense que Salma a bien répondu. Bon, c'est une question de volonté politique aussi. Donc, à partir du moment où les autorités veulent, donc ça peut se faire très rapidement. Pourquoi il n'y a pas de volonté politique de faire cette loi? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour le Maroc, comme elle a dit, d'accélérer la chose, parce que, évidemment, dès que le Maroc devient un pays sûr, un pays tiers sûr, qu'est-ce que ça va avoir comme implication? Ça va avoir comme implication que, à partir du moment où une personne a été reconnue réfugiée au Maroc, elle peut être renvoyée au Maroc. Donc si une personne réussit à se rendre en Union européenne, alors à ce moment-là, on pourra la renvoyer directement au Maroc. Donc ça a des implications en fait sur pas uniquement en interne, mais aussi un contrôle de qui peut entrer et qui peut sortir sur le territoire. Et donc je pense que c'est ça peut être une des réponses, mais il faudra voir avec les autorités compétentes. Pour les aspects environnementaux, je pense que il y a des choses qu'on dit facilement dans les discours qu'il faudrait un peu remettre en cause peut-être. L'une des choses qu'on dit, c'est que le Maroc était d'un pays d'abord d'émigration, puis est devenu un pays de transit, puis est devenu un pays d'immigration. Je pense que ça, c'est même pas vrai en fait, parce que le Maroc a toujours été un pays même de destination. C'est-à-dire que historiquement, le Maroc est formé de plusieurs peuples, même des Andalous, même à une époque, les Espagnols fuyaient la guerre pour s'installer au Maroc. C'est un pays de transit à la fois, de destination. Donc, pour les problèmes environnementaux, c'est vrai que avec le réchauffement climatique, c'est quelque chose de crucial. Mais en fait, la migration, il y a toujours eu un lien entre la migration, d'une certaine manière, et le climat, ou en tout cas les problèmes climatiques ou les problèmes environnementaux. Et même les Touaregs, etc., suivaient d'une certaine manière, migraient selon en fait le climat, donc je pense que cette question c'est lié à pourquoi les États, en fait comment les États peuvent bloquer des personnes qui sont dans des situations en fait de détresse, et pourquoi on va empêcher des gens qui vont voir leur île disparaître, on va les empêcher de traverser la frontière, simplement parce que voilà, ils viennent d'un pays où il faut imposer un visa, et ils viennent pas d'un pays où on ne doit pas imposer un visa. C'est toujours la même question en fait. C'est la volonté politique. Est-ce qu'il y a une volonté politique? Est-ce qu'il y a une volonté politique de lutter contre le réchauffement climatique? Est-ce qu'il y a une volonté politique de lutter contre les impacts du réchauffement climatique? Donc c'est ça, c'est la question à se poser. Et quel rôle, en tant que société civile, étudiants, professeurs, pouvez avoir pour infléchir sur la volonté politique et donc la volonté des États? Est-ce que vous pouvez influer sur cela? Comment vous pouvez influer et impacter et faire du plaidoyer pour changer les choses? Pour le contrat de travail des étrangers, c'était une question qui m'était spécifiquement posée. En fait, il y a une procédure assez compliquée, assez longue, qui fait que un étranger au Maroc, pour pouvoir travailler de manière régulière et donc avoir la carte, il y a deux cartes, la carte d'immatriculation et la carte de résidence. La carte d'immatriculation, on dirait que c'est une carte pour les résidents temporaires, et les résidents permanents, c'est la carte de résidence. Donc la carte d'immatriculation, il y a le motif travail. Et donc pour pouvoir avoir le motif travail, il faut avoir un contrat de travail étranger.
Et donc, selon la législation marocaine et les procédures marocaines, c'est le recruteur qui est responsable. Et donc, c'est le recruteur qui doit démontrer à l'administration marocaine. Donc, il y a une procédure devant l'ANAPEC, qui est l'agence marocaine de l'emploi. Donc, ils doivent faire une annonce pour publier un poste qu'ils recherchent telle personne. Et à l'issue de cette annonce, on doit démontrer que il n'y a aucun profil marocain qui est disponible. Et donc, à ce moment-là, l'administration marocaine, l'ANAPEC, va donner une autorisation qui va permettre de recruter un étranger et il doit justifier pourquoi cet étranger, quelles sont les qualités qu'a cet étranger que n'a pas un Marocain et qu'on n'a pas trouvé. Et donc, à partir de ce moment-là, le recruteur a l'autorisation de faire un contrat de travail qui est spécifique. Il y a des mentions spécifiques selon la loi qui sont obligatoires. Et donc, il doit faire un contrat de travail avec cet étranger. Et ce contrat, il doit le ramener au ministère qui est en charge de l'emploi pour avoir un visa. Et donc, ce contrat permettra après d'avoir la mention travail sur la carte d'immatriculation. Pour vous, pour les personnes qui sont venues au Maroc avec un visa, par exemple, touriste, ou qui sont ici en tant qu'étudiants, malheureusement, enfin, la loi dit que vous ne pouvez pas contracter un contrat étranger si vous êtes venu avec un visa tourisme ou si vous êtes venu avec un visa étudiant. Vous devez quitter le pays, refaire une demande sur le visa travail. Et donc, le recruteur doit se charger toute la procédure. Et une fois que vous avez cela, vous pouvez rentrer au Maroc. Et ça, c'est un problème aussi qu'on rencontre avec l'association. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec un visa, par exemple, touristes, même des personnes qui sont mariées avec des Marocains ou Marocaines. Une fois ici, ils veulent faire la carte sur le motif regroupement familial. On leur dit non, vous devez quitter le pays, refaire la demande sur regroupement familial. Et là, vous pouvez faire la carte. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et merci beaucoup. Je pense que je vais adresser quelques-unes des autres questions pour éviter de répéter. En commençant par votre question, Monsieur Taleb, sur les synergies entre les différentes agences. Je pense qu'il y a justement un effort pour synergiser tous nos activités, nos efforts, et on voit de plus en plus de projets conjoints entre les différentes agences onusiennes. Je peux donner un exemple, c'est le projet JTIP, qui est un projet de protection et réintégration des victimes de traite, qui est donc implémenté entre l'OIM, ONUDC et ILO, donc l'Organisation internationale du travail, et qui a donc pour but la protection et réintégration des victimes de traite, mais qui laisse aussi la possibilité à chaque agence de se concentrer sur son expertise. Donc, par exemple, l'OIM qui travaille sur la protection et l'assistance, mais ONUDC qui travaille sur le côté justice pénale, etc. Et ILO, avec ses partenaires, bien sûr, qui travaillent sur le côté réintégration socio-économique, etc. Il y a aussi des activités de certains projets qui font l'organisation de groupes thématiques, donc notamment le groupe thématique thème migration et asile, mais des sous-groupes également tels que le groupe thématique traite, le groupe thématique enfance, données, inclusion sociale, etc., et qui rassemble les agences onusiennes avec d'autres organismes internationaux, mais aussi quelquefois des organisations de la société civile et des acteurs institutionnels. Donc, pour essayer d'éviter la duplication d'efforts, des fois, nous nous sommes malheureusement rendus compte qu'on travaillait, on était par exemple 3 agences à travailler en parallèle sur une cartographie des acteurs, travaillant sur la traite, ce qui est vraiment dommage. On aurait pu éviter tout cela en rassemblant nos efforts, nos financements pour un meilleur résultat, et c'est ce qu'essaient de faire en ce moment
les organismes des Nations Unies. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Ensuite, la question de Madame Fatima Zahra qui demande par rapport au retour volontaire des enfants non accompagnés et séparés. C'est une possibilité. Il y a 4 étapes. Il y a la première qui est le family tracing, donc la recherche de la famille de l'enfant, du mineur. Donc c'est un travail qui se fait au niveau de l'OIM Maroc, mais aussi du pays, surtout du pays d'origine de l'enfant. Donc où il rentre en contact avec sa famille, il voit s'il y a quelqu'un qui est prêt à l'accueillir et s'il y a quelqu'un qui veut l'accueillir aussi. Ensuite se fait le risk assessment, donc l'évaluation des risques, pour voir si c'est une bonne idée ou enfin si ça ne ce n'est pas un risque pour l'enfant de retourner vers que ce soit son pays ou vers sa famille ou les personnes qui vont l'accueillir. Si tout est OK, il y a la troisième étape qui est donc l'escorte, où un membre du staff de l'OIM ou un membre du personnel de l'OIM escorte l'enfant jusqu'à son pays d'origine, où il est dirigé vers son tuteur légal ou la personne qui va s'en occuper. Et la dernière étape, c'est la réintégration, donc la réintégration de l'enfant, qui est en général ou financer les frais de scolarité, ou alors s'il est un peu plus grand, peut-être faire des formations professionnelles pour sa réintégration selon ses intérêts qui l'intéressent. Et donc la deuxième question, c'était par rapport aux bonnes pratiques pour les victimes de traite, il me semble. Alors, les bonnes pratiques pour les victimes de traite, donc, il y a le premier aspect qui est donc l'identification. Et l'identification, il faut former, donc, en fait, l'identification peut se faire à travers tout le monde. Tout le monde peut identifier une victime de traite et signaler un potentiel cas de traite. Donc, je pense que tout le monde devrait être justement formé à ce que c'est que la traite, à comment identifier ou détecter surtout une victime de traite. Donc je dirais en première position le renforcement des capacités, mais aussi l'assistance humanitaire, bien sûr, qui vient en première position après l'identification, donc voir quels sont les besoins directs de la victime, que ce soit en termes d'hébergement, d'assistance médicale, psychosociale, etc. Avant de passer également à l'évaluation des risques en termes de sécurité. Je pense que nous savons que les victimes de traite, les réseaux de traite c'est quand même quelque chose qui représente un danger non seulement pour la victime mais aussi pour les personnes qui l'assistent, donc évaluer les risques. Il y a aussi l'aspect confidentiel de la chose, toujours comment dire, prévenir la victime de ses droits, mais aussi de ce qui va se passer, et lui laisser vraiment le choix d'avancer ou pas avec les mesures que vous lui présentez ou proposez. Il y a aussi le côté soutien psychosocial qui est très important. Les victimes de traite, on sait que en général, elles ont peut-être fait face à des traumatismes, à des situations qui sont très difficiles, donc ont besoin de ce soutien. Et je dirais aussi, bon, je pense que la traite, c'est vraiment une thématique qui nécessite plusieurs journées pour en parler, mais bon, là, j'essaie de faire un petit grosso modo. Mais donc, mon dernier point serait surtout la collaboration et les partenariats, que ce soit avec d'autres associations ou les acteurs institutionnels, la Commission nationale de lutte contre la traite, la présidence du ministère public, etc., pour essayer vraiment de fournir toute l'assistance à la protection à cette victime de traite et savoir la diriger vers des organismes qui sont compétents et qui peuvent l'aider. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Merci. On a encore 2 petites minutes. Bon, moi, je voulais revenir peut-être sur cette question, ce qu'on peut faire pour le pays insulaire face au changement climatique.
Déjà, je pense que le changement climatique, ça concerne tout le monde et on doit déjà lutter contre et pour pouvoir peut-être sauver ces pays. Mais aussi, on doit avoir des initiatives pour, si ça arrive, si ça arrive, les conséquences sont trop dures ou bien on doit avoir des actions pour faire quelque chose pour ces pays. J'ai, c'est comme, par exemple, j'ai vu pour des pays des autochtones, je pense. Euh, pour le Canada, ils les autorisent à s'installer chez eux parce que bon, le changement climatique vraiment à un niveau très élevé. Les pays sont vraiment très dégradés. Donc, je pense qu'on doit on doit faire des actions et protéger les pays pour ces pays. Donc, voilà, je pense que je pense que j'ai pu répondre à cette question. Merci beaucoup. Merci, et puis merci à tous et à toutes. On a une pause café de 15 minutes, c'est ça? Et puis on se retrouvera pour le deuxième panel avec Moulin. Merci.